Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités intéressantes cette semaine-ci avec déjà la présentation Apple qui a été faite le 7. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, la présentation n'a pas été encore faite, mais vous aurez la news juste après avec le mois du futur. Nous avons aussi des news au niveau de Helldiver 2 et du drama avec Sony, on en parlera plus après. On a le Rabbit Air 1 qui est juste une app Android, la Switch 2 qui se confirme, Discord qui se faisait voler toutes leurs données. Nous avons aussi le premier laptop avec un Snapdragon X qui arrive très bientôt, des trucs en rapport avec Windows, un petit peu de Razer aussi qui a du drama. Insta360 aussi qui a aussi du drama. Tout le monde a le droit du drama cette semaine-ci, c'est génial. On a aussi des informations sur les futurs processeurs AMD et d'autres corrections toujours par rapport à d'autres news. Commençons tout de suite, il y a pas mal de choses, table des matières dans la description ainsi que sur la barre de l'écran. Et on commence ce Texama Show par plusieurs news sur la conférence Apple où ils ont présenté les nouveaux iPad Air, nouveaux iPad Pro, la puce M4 ainsi que d'autres accessoires. On commence d'ailleurs du coup par les iPad Air parce qu'ils ont commencé par ça dans leur présentation. Donc oui, ils ont mis à jour l'iPad Air. Vous avez maintenant un modèle 11 pouces et un modèle 13 pouces. Donc la plus grosse nouveauté, c'est vraiment ce modèle 13 pouces. Ils passent tous les deux sur des puces M2 par rapport à la puce M1 de l'ancien iPad Air. On n'a pas vraiment d'autres nouveautés par contre à côté de ça. On a toujours le Touch ID sur le côté. On a toujours aussi une seule caméra à l'arrière. La caméra, il me semble... Alors, je suis pas sûr si c'était en haut avant sur l'iPad Air, mais maintenant elle est sur la tranche latérale, quoi qu'il arrive. C'est pour coller évidemment au Magic Keyboard quand vous l'utilisez pour que ça ressemble plus à un ordinateur portable. Puis c'est en général plus pratique de l'avoir sur cette tranche-là. Samsung le fait également. Et du coup, ça c'est à peu près tout. Au niveau des prix, ce nouveau iPad Air sera vendu au même prix que l'ancien, donc 719 euros. Toutefois, pour le modèle 13 pouces, évidemment, c'est plus cher. Ce sera 969 euros, ce qui est quand même une assez grosse augmentation, hein. Et un petit détail qui est marrant quand même, c'est si vous allez voir dans les specs, il y a un petit aparté ici à côté de l'écran où en gros ils disent que en réalité l'iPad Air 13 pouces fait 12,9 pouces et l'iPad Air 11 pouces fait 10,86 pouces. Donc en gros, ils ont arrondi les chiffres pour que ça fasse plus beau. Ce qu'ils ne faisaient pas avant, genre l'iPad Pro avant, 12,9 pouces, il faisait 12,9 pouces, ils le disaient clairement. Ils auraient pu arrondir à 13 aussi, mais non. Et d'ailleurs, les nouveaux iPad Pro qu'on va voir après, eux, sont vraiment de 13 et 11 pouces, exactement, enfin, minimum en tout cas. Donc là, ils ont arrondi pour une fois, alors qu'avant, ils ne le faisaient jamais, pour que ça fasse plus beau sur les specs, que ça fasse plus marketing, que ça correspond mieux aux iPad Pro peut-être aussi. Alors qu'en fait, non. Le 12,9 pouces, il a basiquement la même taille que l'ancien iPad Pro, et le 11 pouces, lui, a la même taille que l'ancien iPad Air en fait. Donc, il y a un petit mini mensonge ici. Après ça, nous avons les nouveaux iPad Pro et là, on a des méga upgrades. Déjà, on a la nouvelle puce M4 qu'on va parler après. Nous avons aussi le fait qu'ils utilisent un écran OLED, ou devrais-je dire deux écrans OLED, oui. Ils utilisent un écran OLED par-dessus un autre écran OLED. Et la raison pour laquelle ils le font, selon eux, c'est pour avoir plus de luminosité, ce qui est logique, les écrans LED ne sont pas les plus lumineux. Et l'iPad Pro de 2022 utilisait un écran micro LED, si je me souviens bien, qui était beaucoup plus lumineux, mais évidemment n'avait pas les autres avantages de l'OLED. Donc pour garder basiquement la même luminosité, ils ont dû utiliser deux écrans LED l'un par-dessus l'autre, ce qui est honnêtement étrange. Je ne sais pas si c'est du génie ou juste un peu stupide, genre stupide dans le sens que c'est oh, il n'y a pas assez de luminosité, oh, bam, on en rajoute un par-dessus, voilà. Ça fait tellement solution à l'arrache, mais à la fois aussi, peut-être c'est du génie parce que du coup, comme les deux écrans OLED sont moins lumineux, il y a moins de chances de burn-in. Donc, peut-être que ça aide sur la longévité de l'iPad. Mais techniquement, il existe des écrans QD OLED de Samsung et même les nouveaux écrans de LG sont suffisamment lumineux en fait. Ils peuvent atteindre 1600 nits de brightness, comme ils l'ont indiqué. Donc il existe des écrans OLED qu'ils auraient pu utiliser directement dans l'iPad. Donc un petit peu bizarre, mais quoi qu'il arrive, si ça marche, je suppose. Une autre grosse nouveauté, c'est que la caméra n'est plus au-dessus, mais sur la tranche latérale, ainsi que le Face ID. Donc ça permettra d'éviter de... Bien souvent, le problème, c'est quand vous tenez les iPads, vous les tenez en mode paysage, et du coup, ça cache le Face ID. Donc là, ça évitera ce problème-là. Et comme l'iPad a pour but d'être utilisé plus comme un ordinateur maintenant, ben, c'est plus logique d'avoir les caméras qui sont faites pour vraiment ce format paysage. Et au niveau des prix, alors là, par contre... c'est cher, parce que le modèle 11 pouces est vendu
1 219 €, ce qui est une augmentation pour information de 140 € par rapport à l'ancien modèle. Et le modèle 13 pouces est vendu, lui, 1 569 €, ce qui est 100 € de plus par rapport à l'ancien modèle. Toutefois, pour un peu faire passer la pilule, le modèle de base maintenant est à 256 Go de stockage au lieu de 128. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais aussi l'iPad Air est passé de 64 à 128, ce qui est en réalité assez notable. Et du coup, en plus de ça, il y a d'autres trucs. Vous avez aussi l'option maintenant de prendre un verre nanotexturé comme sur leurs écrans professionnels. Donc c'est basiquement, ça évite les reflets, c'est un peu un écran mat. Mais la particularité, c'est que vous pouvez, donc là je vais sélectionner, l'avoir seulement sur le modèle 1 Tera et 2 Tera. Donc oui, vous ne pouvez pas avoir de verre nanotexturé sur un modèle 512 ou 256 Go. Ce qui est assez sale, on va être très honnête. Pas forcément très gentil de la part d'Apple de faire ça. C'est vraiment pour pousser en fait les gens à prendre le modèle au-dessus. Donc si vous amusez d'ailleurs à prendre l'iPad le plus cher du coup de 13 pouces avec évidemment la 4G et la 5G, vous en revenez à 3159 €, ce qui est basiquement le prix d'un MacBook Pro avec des assez bonnes specs. Donc, moi, personnellement, je prendrais plutôt ça. Et aussi, fun fact, ils ont enlevé une caméra à l'arrière. Donc, en réalité, on a perdu quelque chose sur cet iPad. Ils ont enlevé la caméra ultra grand angle, je pense, et il y a juste une caméra grand angle normale. Et le LiDAR prend sa place, et puis vous avez un flash qui prend la place du LiDAR pour que ça donne le même aspect que l'ancien iPad, mais techniquement, yep, on a perdu une caméra. Est-ce une grande perte? Non, on va être très honnête. Je ne sais pas qui s'amuse à l'utiliser sur l'iPad, mais il y a un but à avoir une caméra à l'arrière, hein. Ça permet par exemple de scanner des documents, ce genre de choses. Mais avoir deux caméras sur un iPad, pas forcément très utile. Et enfin, une dernière nouveauté sur cet iPad, c'est le fait qu'il soit beaucoup plus fin. 5,1 mm pour le modèle 13 pouces et 5,3 ou 4 mm pour le modèle 11 pouces. Et c'est réellement beaucoup plus fin que les anciens iPads. Ils ont montré une image pendant la présentation où c'était assez visible quand même. Donc ça, je suppose que ça peut être utile dans certains cas. Mais si vous mettez une protection en plus sur l'iPad, ça permet qu'il soit pas trop épais. Donc ça, c'est plutôt cool parce que la plupart des gens utilisent souvent une protection, un cover qui permet d'aussi avoir un petit pied. Donc pour moi, je vois l'intérêt dans ce sens-là. Et puis évidemment, quand vous le mettez sur le nouveau Magic Keyboard notamment, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus fin. Par contre, ça ne vient pas avec une réduction de poids. C'est juste plus fin, mais pas plus léger, hein. Maintenant, du coup, on en revient sur la puce M4 qui est du coup l'évolution de la puce M3. Elle est d'ailleurs gravée toujours en 3 nanomètres, mais une nouvelle version du 3 nanomètres de TSMC apparemment. Donc à voir si vraiment il y a des grosses améliorations ici. Nous avons maintenant du coup d'ailleurs 4 cœurs haute performance et 6 cœurs haute efficacité énergétique. On a aussi un GPU 10 cœurs qui a toujours l'accélération du ray tracing et tout ça. Donc ça c'était une grosse nouveauté des puces M3 évidemment. Donc ils indiquent d'ailleurs jusqu'à 4 fois plus de performance par rapport à la puce M2 parce que là évidemment comme c'est sorti sur l'iPad, ils comparent à la puce M2 qui était disponible dans l'ancien iPad et pour le CPU ils disent que c'est 50% plus performant. Donc en réalité comme la puce M3 était genre 20% plus performante en CPU, ça veut dire que c'est 15 à 20% plus performant que la puce M3 en CPU, ce qui est pas mal, mais oui, c'est un petit peu caché par Apple ici. Et le Neural Engine, par contre, lui aussi a eu une grosse upgrade. Donc peut-être que Apple ici se prépare à faire plus de choses qui requièrent des IA. Ils ont un petit peu des IA par-ci par-là qui marchent plutôt bien, mais ils n'ont pas encore été à fond comme par exemple Samsung en début d'année. Donc je prédis clairement pour la sortie des iPhones notamment de cette année-ci que ils vont être à fond IA, peut-être, je l'espère, une mise à jour de Siri pour qu'elle soit plus intelligente. Donc ça, on verra bien. Dans tous les cas, cette puce M4 est très puissante, très efficace au niveau énergétique aussi. Elle est apparemment, pour le même niveau de puissance qu'une puce M2, elle consomme 2 fois moins, donc elle est vraiment beaucoup plus efficace. Donc ça permettra de propulser cet iPad dans, dans les applications et surtout lui permettre d'être aussi puissant qu'un PC en fait. Bon, par contre, le seul problème de l'iPad jusqu'à maintenant pour moi, c'est que ça reste un iPad, donc même avec le Magic Keyboard qui coûte très cher, ben, c'est pas aussi bien qu'un MacBook si vous voulez faire des tâches de MacBook, vous voyez. Ça marche bien quand vous avez des trucs tactiles, ce qui est génial, mais dès que vous sortez des tâches qui requièrent le tactile, ça s'écrase vite et du coup, là, des fois, c'est juste plus facile d'avoir un ordinateur normal avec un clavier en fait. Alors, en plus de l'iPad Pro, ils ont aussi annoncé des accessoires. On avait d'ailleurs un nouveau Magic Keyboard qui est maintenant un peu plus en aluminium avec un trackpad
iPad plus grand, donc ça c'est cool. Mais surtout un nouveau Apple Pencil Pro qui marchera sur l'iPad Pro, mais aussi le nouveau iPad Air. Et ce nouveau Apple Pencil Pro, en réalité, a des trucs vraiment très sympathiques. Déjà, il a un nouveau moteur haptique pour le feedback, donc pour le retour. Donc ça fera vibrer un petit peu pour vous donner du retour. Vous pourrez le pincer au bout pour justement, par exemple, faire apparaître ce menu. Et donc ça vous fera un retour aussi derrière, ou quand vous faites quelque chose, vous pourrez avoir des retours. Vous avez aussi le fait qu'il a maintenant un gyroscope intégré, donc vous pouvez littéralement le tourner et ça détecte. Et vous pouvez changer, notamment vous pouvez le tourner et changer la taille de peut-être votre brush ou autre chose. Donc ça c'est vraiment génial. Et le dernier truc qu'il a, vous pouvez aussi faire un double tap, ça c'est pas mal. Et le dernier truc qu'il a, c'est qu'il a le support de FanMai. Donc vous pourrez le trouver comme un AirTag. Si vous l'avez perdu dans votre canapé, vous pourrez utiliser votre iPhone pour détecter à proximité, quoi. Donc ça c'est aussi très cool. Et encore une fois, le Magic Keyboard, comme vous pouvez voir, qui coûte très cher, hein, on va être honnête, mais et un petit peu la seule option et avec un trackpad un petit peu plus grand. Donc ça, c'est les accessoires. Nous avons une communauté gaming qui a été pas mal déçue ces derniers temps et c'est la communauté de Helldivers. Donc Helldivers, c'est un jeu évidemment extrêmement populaire et qui est techniquement une exclusivité Sony, mais il est quand même sorti sur PC. Il a été vraiment pas mal joué. J'ai vu pas mal de gifs et même de vidéos courtes sur Helldivers 2. Et franchement, ça a l'air d'être un jeu assez sympathique. Le truc, c'est que du coup, le vendredi 3 mai, vous avez une news qui a été publiée qui disait que basiquement, suite à des problèmes techniques lors du lancement de Helldivers 2, il n'était temporairement pas obligatoire de lier votre compte Steam à votre compte PlayStation Network. Ce délai de grâce va désormais prendre fin. Découvrez les détails ci-dessous. Du coup, vous allez me dire, mais quel est le problème? Il suffit de lier son compte PSN et hop, c'est réglé. Vu que c'est une exclusivité PSN, ça semble être plutôt raisonnable de demander ça. Alors, ça aurait été raisonnable si, dès le début, ça avait été demandé, mais comme ils le disent, il y a eu un problème technique apparemment. Sauf que du coup, vous avez des gens qui ont acheté Helldivers 2, qui ont commencé à y jouer, qui ont même joué énormément d'heures, et puis du coup, il y a ça qui allait arriver, et il faut savoir que tous les pays n'ont pas accès au PSN. Certains pays, même pas mal de pays, une centaine de pays, ne peuvent pas du tout créer de compte PSN. Donc toutes ces personnes qui avaient acheté le jeu auraient été bloquées d'y jouer. Alors depuis, il faut savoir, ils sont revenus en arrière, heureusement. Je ne sais pas si c'est dans cette news-là, mais ils sont revenus en arrière, ils ont annoncé que non, ce ne serait plus obligatoire du coup de lier son compte PSN, et du coup, les gens qui ont déjà acheté le jeu pourraient y jouer. On va être très honnête, ça a été très mal géré par Sony. On pourrait dire que ça a été très mal géré par les développeurs, mais je trouve qu'on abuse un petit peu trop de dire « Oh, les développeurs », alors que en réalité, ce n'est pas les développeurs qui ont décidé ça. Donc maintenant, je vais plus commencer à dire vraiment la compagnie qui est au-dessus ou l'éditeur. Je pense que c'est souvent l'éditeur qui décide ce genre de choses. Donc Sony a, selon moi, fait la pire décision là-dessus, parce que rien que déjà, s'ils avaient des problèmes techniques à la sortie, ils auraient dû repousser la sortie pour éviter ça. Parce que le truc, c'est qu'ils savaient très bien, ou alors ils auraient dû bloquer aussi la vente du jeu dans certains pays, parce qu'ils savaient très bien que des gens allaient acheter le jeu et n'auraient pas forcément la possibilité de créer un compte PSN, parce que PSN n'est pas disponible dans leur pays. Et pourtant, ils l'ont laissé faire. Ils ont eu un énorme succès, le jeu s'est vendu énormément, donc ils ont profité énormément au niveau monétaire, et puis d'un coup, ils sont en mode « Ah non, on revient en arrière les gars, hein, finalement il faut un compte PSN ». Juste très mal géré. Je pense que, encore une fois, selon moi, dès le début, ils auraient dû obliger le PSN, mais évidemment, ils avaient des problèmes techniques. Donc, s'ils avaient des problèmes techniques, ne pas l'obliger, mais peut-être inciter les gens. Peut-être dire, hey, si vous connectez votre compte PSN, vous avez droit à des skins, vous avez droit à des petites récompenses dans le jeu. Ça, je pense, aurait été le bon compromis pour essayer d'amener les gens avec un compte PSN, et tout en permettant d'avoir aussi une alternative pour ceux qui ne peuvent tout simplement pas en créer un. S'ils avaient fait comme ça dès le début, évidemment, la communauté n'aurait pas été déçue. Mais là, oui, les gens étaient très, très, très énervés. Alors, les reviews ont depuis rebougé un petit peu plus positivement. Mais vous voyez que les évaluations sur Steam sont toujours moyennes. Et elles sont même descendues plus bas que ça pendant un moment. Mais depuis, évidemment, l'annonce, certaines personnes ont retiré leur review parce que Sony est revenu en arrière et a corrigé, on va dire, le problème. Même si, encore une fois, le problème vient entièrement de Sony. Donc, ma foi, j'ai envie de dire tant mieux pour la communauté, mais j'ai envie de dire aussi, c'est honteux Sony. Qu'est-ce que vous pensiez faire avec ça? C'est juste, ils n'ont pas du tout réfléchi en fait. Ils annoncent un truc énorme comme ça sans avoir pensé que plein de gens ne pourraient
plus jouer au jeu parce qu'ils n'ont pas de compte PSN. Franchement, c'est assez honteux. Ça montre encore une fois que Sony a encore un petit peu du mal, surtout avec les joueurs PC. Ils amènent des exclusivités sur PC, ce qui est génial, hein, ça je ne critique pas. Mais derrière, ils font ce genre de coups qui sont un peu bancals. Ensuite, en parlant de bancal, le Rabbit Air One, qui est cet petit appareil assez mignon avec un petit lapin, qui a une IA qui vous permet de décrire ce qu'il voit, de vous répondre à des questions et tout ça. On a vu que c'était pas assez incroyable comme appareil. Après, heureusement, il coûte $200, ce qui est quand même une sacrée somme, il ne faut pas déconner, mais c'est déjà beaucoup mieux que l'AI Pin qui lui coûtait $700 avec un abonnement de $24 par mois, ce qui est juste abusé selon moi. Dans tous les cas, le Rabbit Air One, certaines personnes ont un petit peu creusé derrière, ils ont découvert que en fait, c'est juste un appareil Android qui fait tourner une application. Ce qui n'est pas très étonnant selon moi. Du coup, il y a même des gens qui se sont amusés à l'installer. Alors, ils n'ont pas d'image ici, mais ils se sont amusés à l'installer sur un téléphone. Donc, vous aviez l'interface de Rabbit Air One juste dans un coin du téléphone. Donc, c'était tout à fait possible. Alors, du coup, la société a répondu. La société derrière le Rabbit Air One, ils ont dit que non, le Rabbit Air One n'est pas une application. Et c'est vrai que ce n'est pas une application. Toutes les fonctionnalités du Rabbit Air One sont dans le cloud. C'est une IA qui est dans le cloud. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est pas une application Android. Mais le Rabbit Air One, l'appareil physique, a une application qui permet d'accéder à ces serveurs-là. Et du coup, en réalité, c'est juste un terminal, comme on le dit. Il n'y a rien qui est fait dessus. Il a fait juste l'interface, enfin, il a fait juste une interface qui permet de communiquer avec justement ce serveur. Du coup, ça relève le débat que beaucoup de gens ont posé de se dire pourquoi c'est pas juste une application? Pourquoi on est obligé d'acheter un appareil en plus de notre téléphone qu'il faut charger, qu'il faut avoir dans notre poche, alors qu'on pourrait juste avoir notre téléphone et mettre l'application dessus et ça marche aussi bien. Et de toute façon, vous pouvez déjà faire ça avec votre téléphone. Vous utilisez Google Lens, ça vous dira ce que vous voyez devant vous. Google Lens marche très bien, il permet même de traduire et tout ça. Plutôt rapide aussi. Et vous pouvez demander aussi des choses à votre téléphone. Honnêtement, tous ces appareils, pour le moment, qu'on a vus par IA, donc le Rabbit Air One et la Epin, à chaque fois que les reviewers l'utilisent, ils se disent juste, ils se forcent à vraiment l'utiliser, des fois certains pendant plusieurs semaines, et à la fin ils se disent juste, ce serait tellement plus facile si je sortais mon smartphone et je tapais ma question ou je demandais ma question au téléphone. Donc moi j'ai juste envie de dire, ouais, utilisez juste votre téléphone. Si une IA est juste une application ou une IA est dans le cloud et qu'elle peut juste utiliser à travers une application, autant sortir l'application sur tous les smartphones et juste être tranquille derrière. Ensuite, on a une news de Nintendo qui a du coup fait un post officiel par le président d'ailleurs de Nintendo qui est Furukawa et qui a annoncé que tout simplement la Switch 2, ou on ne sait pas comment elle s'appelle, il a juste dit la prochaine Switch serait du coup annoncée à la fin de l'année fiscale. Et on dit bien ici annoncée, pas sortie. Du coup, il y en a qui vont se dire oh, ben, génial, on va avoir enfin l'annonce d'ici la fin 2024, ça va être génial. Non, l'année fiscale au Japon, il faut le savoir, commence en avril. Donc, elle finit en mars. Et d'ailleurs, ça a été le cas avec la première Switch qui avait été annoncée en mars 2015. Donc là, ce serait logique qu'elle soit annoncée en mars 2025, 10 ans après. En réalité, ça fait un sacré bout de temps, je n'avais même pas réalisé. Bref, dans tous les cas, du coup, ce serait le plus logique. Aussi, comme il dit que ce serait annoncé pour la fin de l'année fiscale, il n'a pas dit la fin de l'année, donc il y a peu de chances qu'elle soit annoncée en novembre, décembre, ce serait illogique par rapport à ce qu'il a dit ici. Donc vous pouvez tabler pour janvier, février ou mars 2025, ce qui serait tout simplement le plus logique par rapport à ce qu'ils ont dit ici. Ça fait un sacré délai, hein, on peut le dire par rapport à la première Switch, mais Nintendo n'a jamais été... Nintendo se concentre pas trop sur le hardware, ils font juste un hardware qui permette de faire les jeux qu'ils veulent faire et ils se concentrent sur les jeux derrière. Alors, certains n'étaient pas les meilleurs, notamment la licence Pokémon mérite clairement du travail, mais d'autres jeux par contre, comme vous avez tous les Zelda qui sont sortis, les 2 Zelda qui sont sortis sur la Switch sont juste exceptionnels et ça montre à quel point Nintendo est en mode ouais, le hardware c'est secondaire, les jeux sont plus importants, le gameplay est plus important et ça je respecte personnellement. Du coup, on a quand même quelques specs. On avait déjà parlé que cette Switch 2 utiliserait certainement la Tegra T239 qui est basée du coup sur des CPU évidemment ARM. Donc ça, c'est similaire à la première Tegra, mais utiliserait un GPU Nvidia beaucoup plus récent. Donc on passerait à un GPU Empire avec jusqu'à, c'est pas encore confirmé, mais jusqu'à 1536 coups d'accord.
Et Ampere, évidemment, est beaucoup plus récent que Maxwell qui est utilisé dans la première switch. Donc on a notamment le support du ray tracing, mais ça, m'en fiche un peu personnellement. On a surtout le support du DLSS. Donc on pourrait avoir, en plus du gain de performance dû à une nouvelle architecture, dû à une puce beaucoup plus puissante, on pourra avoir aussi un gain juste avec DLSS, et ça, c'est vraiment prometteur. DLSS aussi, et c'est quelque chose de pas négligeable, c'est le fait que ça peut aussi aider à économiser la batterie, parce que les Tensor Core utilisés pour DLSS utilisent moins d'énergie que les CUDA Core pour faire juste tourner le jeu. Donc vous pourriez faire tourner le jeu à une plus basse résolution, utiliser le DLSS, avoir toujours du coup 60 FPS dans le jeu, et c'est génial, vous êtes content, mais derrière, vous économisez en batterie. Donc ça peut être aussi un gros point positif. Pourquoi pas une puce plus récente? Parce que Ampere, c'est basé sur la RTX 3000, donc là, il y en a qui vont dire, mais pourquoi on n'a pas une puce Ada Lovelace dedans? Les RTX 4000 sont sortis depuis pratiquement 2 ans, euh, surtout par rapport à l'annonce. Quand ça va être annoncé, ça fera 2 ans qu'elles seront sorties, et on aura même les RTX 5000 d'ici là. Donc pourquoi on n'aurait pas du Ada Lovelace qu'on a dans les RTX 4000? Bien, c'est dû au fait, on en avait déjà parlé la dernière fois, la puce Ampere, du coup la puce Tegra ici, T239, est juste la dernière puce qui existe à l'heure actuelle. La nouvelle puce qui va la remplacer, qui est basée sur Ada Lovelace, si je me souviens bien, avait été en réalité annulée. Et du coup, la prochaine sera basée sur du coup Blackwell, qui est l'architecture des RTX 5000. Mais ça, c'est pas avant 2025. Donc en gros, basiquement, il n'y a pas de puce plus récente de la part d'NVIDIA. Et s'ils veulent garder la compatibilité avec la première Switch, évidemment, ils doivent rester chez NVIDIA. Donc, ouais, c'est basiquement la seule puce qui existe. Évidemment, même s'ils annoncent après la sortie de Blackwell, vous pourriez dire, mais c'est juste une annonce. Oui, la Switch n'est pas encore sortie, mais elle est validée des mois à l'avance. Quand ils vont l'annoncer, elle sera finie d'être designée, ils auront déjà testé tout ce qu'il fallait tester, elle sera dans les dernières phases de test pour la sortie, et elle sera certainement même commencée au niveau de la production. Donc, ils n'ont juste pas le temps en fait d'utiliser une puce aussi récente. En réalité, Nintendo est connu pour utiliser des puces très vieilles, et d'ailleurs c'était le cas avec la première Switch quand elle est sortie. La puce Tegra X1 qu'il y avait dedans existait déjà depuis un moment, donc c'est pas très étonnant de la part de Nintendo. Encore une fois, ils se concentrent plus sur le gameplay que le hardware, mais là ce sera quand même une puce suffisamment récente, on va être honnête. C'est pas la plus récente, mais c'est déjà beaucoup mieux que certaines consoles par le passé de Nintendo qui utilisaient des trucs vraiment, mais genre vieux de je ne sais combien d'années. Donc ouais, on ne sait pas encore le reste des specs aussi, genre notamment la RAM. Combien de RAM il y aura? En toute logique, mettre 16 Go de LPDDR5 serait pas très compliqué. Il y a des puces qui existent que vous pouvez mettre dans smartphone qui rentreraient parfaitement dans une Switch. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça ne coûte pas si cher que ça aussi, 16 Go de LPDDR5. Genre, le Steam Deck arrive à le faire pour le prix d'une Switch. Le Steam Deck coûte 399 $. C'est pas loin du prix d'une Switch. Et ils ont 16 Go de LPDDR5, donc c'est tout à fait possible qu'ils le fassent. Le stockage aussi, on ne sait pas trop. 64 Go, alors le Steam Deck avait 64 Go de base, depuis ils sont passés à 256 Go évidemment. Donc à voir aussi si là Nintendo va faire un upgrade, en toute logique quand même, j'espère, parce que ce serait assez honteux. Mais au moins 128 Go ferait pas de mal. Surtout que les jeux seront plus lourds, vu que meilleur GPU, plus de jeux plus lourds, des textures plus haute résolution, ce serait logique d'avoir évidemment plus de stockage derrière. Et pour le reste des specs, on verra bien, parce que là, c'est juste des suppositions. On suppose qu'évidemment, elle aura à peu près la même taille, ce serait logique. Peut-être un peu moins de bordure d'écran, un écran un petit peu plus grand pour une taille similaire. Ce serait tout à fait raisonnable. Et une petite amélioration des Joy-Con, notamment peut-être pour éviter le Joy-Con Drift, ça ferait pas de mal, Nintendo, hein? Ouais. Enfin bref, on verra bien ce que ça donnera. Moi, en tout cas, je suis assez impatient parce que la Switch, c'est la console que j'ai joué le plus de ces dernières années. Enfin, je joue surtout au PC, mais si je joue à une console, souvent c'est la Switch, donc je suis assez impatient. Des comptes Discord auraient récupéré les messages et auraient même vendu ces messages de plus de 620 millions d'utilisateurs. Et c'est dû au fait que, alors, est-ce que c'est une faille de sécurité? Pas vraiment. C'est un petit peu comme ce qui était fait à l'époque sur Facebook. Beaucoup de gens avaient leur Facebook en public. Et du coup, il y a des gens qui se sont dit, hey, tous ces Facebook sont en public. Je vais créer un bot qui va juste aller récupérer toutes ces données et puis les garder pour moi-même. Ben, c'est un petit peu
la même chose ici, parce que vous aviez plus de 14 000 serveurs qui étaient du coup affectés par ces bots, littéralement, qui arrivaient à accéder aux serveurs parce que peut-être ces serveurs étaient en partie publics, peut-être que quelqu'un avait mis un lien d'invitation et que il avait mis sur un forum ou autre chose et que c'était censé être un serveur semi-privé, vous voyez, il n'était pas vraiment public, mais comme quelqu'un a mis un lien d'invitation, ben, le bot l'a peut-être trouvé, a rejoint le serveur et a commencé à récupérer tous les messages des utilisateurs. Et donc comme ça, ils ont récupéré énormément de données et ces données, évidemment, sont assez précieuses. On peut faire beaucoup de choses, surtout en 2024 maintenant avec ce genre de données. Notamment les IA requièrent des énormes quantités de données pour être entraînées maintenant, au point même que les sociétés qui font des IA ont juste pas assez de données. Genre Facebook, vous pourriez me dire, Facebook, ils ont plein de messages qu'ils peuvent utiliser pour entraîner une IA. Ils n'en ont juste pas assez, surtout des messages de qualité. Il leur faut des données qui ont été faites par des personnes un minimum sérieuses et tout ça. Bon, Discord, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais il y a quand même énormément de données sur Discord. Surtout, je pense que c'est assez précieux sur la façon dont les gens parlent naturellement sur Discord. Donc, toutes ces données vous permettraient d'entraîner des IA qui permettent de parler correctement. Après, il y a aussi évidemment l'intérêt peut-être aussi malveillant derrière, parce qu'il y a forcément des données sensibles dans ces messages qui ont été mis publics, et du coup, ça pourrait être utilisé à des fins évidemment illégales. Donc vraiment ici, c'est pas une faille de sécurité, il faut en tenir compte, c'est plus vraiment utiliser une faille du comportement des gens, comme j'ai dit, comme avant avec Facebook, qui pendant de nombreuses années avait des gens qui avaient leur profil public, et du coup, des bots pouvaient juste récupérer toutes les données, mais c'est la même chose ici, tout a été tout simplement récupéré comme ça. Il y a évidemment aussi beaucoup de problèmes de hacking sur Discord, juste des gens qui utilisent le système de QR code, genre ils disent «Ah, scanne ce QR code, tout va bien», et puis en fait, c'est un QR code de connexion, donc vous permettez de connecter votre compte Discord sur une machine d'une personne ou pour faire tout simplement fonctionner un bot derrière qui va après contacter tous vos amis et envoyer le même QR code ou autre chose. Et il y a beaucoup de gros problèmes comme ça sur Discord. De toute façon, il y a une règle d'or sur Internet, c'est si quelque chose est populaire, Facebook, Discord, Windows, et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs dessus, il va forcément y avoir quelqu'un qui va créer quelque chose pour se faire un petit peu d'argent derrière. Et plus c'est populaire, plus il y a de fortes chances que ça arrive. Et donc là, c'est évidemment le cas avec Discord. Donc encore une fois, je rappelle que si vous postez quelque chose sur Internet, partez du principe que peut-être, ou plutôt certainement, quelqu'un pourrait le voir dans le futur et que ce ne sera pas la personne que vous aviez normalement envoyé ces informations à la base. Donc partez juste du principe que quand vous postez sur Internet, tout est public et là vous serez tranquille. Ensuite, nous avons la sortie d'un premier laptop qui utilisera le Snapdragon X qui arrive très prochainement. Apparemment, Asus va annoncer un VivoBook S qui pourrait sortir le 20 mai, ce qui est dans vraiment pas très longtemps, c'est dans 13 jours basiquement. Et du coup, il aurait ces nouvelles puces Snapdragon X de Qualcomm. Et donc, le plus intéressant ici, c'est que ça va nous permettre de enfin confirmer les performances de ces processeurs parce que on a vu des benchmarks incroyables de la part de Qualcomm. On a eu évidemment la news la semaine dernière ou la semaine encore avant du fait que on ne sait pas si ces benchmarks sont vrais ou autre chose ou traficotés. Donc là, ça va enfin nous permettre de nous dire, OK, ils sont réellement puissants, ils sont réellement intéressants, ou juste ils sont les pires processeurs que Qualcomm n'ait jamais sortis. Donc seul le temps nous le dira, mais au moins, on a notre réponse sur le temps, ce sera fin du mois de mai. Ensuite, il y a des utilisateurs qui sont peut-être sur Windows 10. Personnellement, j'ai encore certains PC sur Windows 10 parce que c'est juste beaucoup plus stable et Windows 11 a beaucoup de problèmes de stabilité, plus de problèmes de stabilité que même Intel avec leur dernier Core i9, on va être honnête. Et du coup, vous avez souvent vu des messages qui vous disent «Hey, t'es sur Windows 10, tu dois upgrade vers Windows 11». Peut-être ce genre de message qui s'affiche en plein écran dès que vous lancez votre PC ou autre chose. Au début, c'était tranquille, c'était une petite pop-up qui te disait «Hey, tu veux essayer Windows 11». Maintenant, c'est littéralement un écran en plein écran qui vous dit «Hey, pas sur Windows 11. Ton PC va être obsolète très bientôt». Parce que, je le rappelle, 2025 est l'année où le support officiel des mises à jour de sécurité pour Windows 10 va tout simplement s'arrêter. Et du coup, vous serez limite un peu obligé de passer sur Windows 11 si vous voulez les derniers patchs de sécurité.
Donc là, Microsoft est en train de forcer vraiment la main à beaucoup de gens. Au point même qu'ils forcent même la main à des gens qui ne sont pas censés faire tourner Windows 11. Parce que Windows 11, je rappelle qu'il a besoin d'une puce TPM qui permet d'augmenter la sécurité et que certains processeurs, notamment les processeurs avant la 10e ou 9e génération de Core Intel, n'ont pas de puce TPM bien souvent. Et du coup, ils ne peuvent pas techniquement faire tourner Windows 11 sans traficoter en tout cas. Et ils reçoivent quand même ces notifications en plein écran en mode hey, essaye Windows 11. Et puis ils cliquent OK, je vais l'installer. Et puis vous avez l'installateur qui dit ah non, t'es pas compatible. C'est juste hein, c'est toi qui m'as dit de l'installer. Tu savais pas vérifier avant. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Microsoft ici. Bref, dans tous les cas, vous avez certainement vu ce genre d'écran. Petite astuce très rapide. Je vais le montrer en réalité. Enfin non, j'ai pas Windows 10 ici, je peux pas le montrer, mais allez dans les paramètres de Windows, le nouveau truc de paramètres, pas l'ancien. Tapez notification, recherchez les paramètres de notification dans ce nouveau panel. Vous avez tous les trucs pour gérer les notifications pour les applications Windows. Vous en fichez de ça. Ce que vous voulez regarder, c'est qu'il y a 4 trucs à cocher, peut-être au-dessus ou peut-être en dessous de toutes les gestions de notification des applications. Ils sont un peu sneaky, hein, Microsoft, donc peut-être ça en dessous. Et vous avez un truc qui vous dira afficher des notifications de conseils ou des trucs dans le genre. Vous décochez tout, vous décochez les 4 et normalement, vous ne devriez plus avoir ce genre d'écran parce que c'est comme ça qu'ils les affichent en fait. Donc voilà. Et pour ceux qui voudraient garder aussi Windows 10, il y a souvent un bouton qui te dit hey, gardez Windows 10, il est caché, hein. Là il est en bas à gauche, donc quand vous voyez un de ces écrans qui s'affiche en plein écran, cherchez, il y a forcément un bouton qui dit basiquement non, laisse-moi tranquille, mais partez du principe que ça reviendra. Donc là, je vous invite à désactiver les notifications. Voilà, c'est à peu près tout sur ce point-là. Et nous avons une news en rapport avec ça, c'est sur le fait que malgré que Windows 10 ne sera plus supporté l'année prochaine, vous avez des gens qui continuent de l'installer. Et du coup, il a encore progressé en termes d'installation. Donc maintenant, il représente apparemment jusqu'à plus de 70% du marché. Windows 11 représente seulement 25,6% et aurait même perdu du terrain. C'est assez abusé. Donc oui, le nouveau système d'exploitation de Microsoft, la dernière version, perd en progression par rapport à l'ancienne version. Ça montre à quel point ils ont juste très mal géré, honnêtement. Windows 7 a perdu légèrement du terrain, il est juste à 3%. Windows 8 à 0,5 et Windows 8 à 0,3. Personnellement, ça va être une opinion un peu impopulaire, mais Windows 8.1 pour moi a été la version de Windows la plus stable. Franchement. Alors, il n'y avait pas le menu démarrer, ce qui était très embêtant. J'ai dû mettre une application. Mais à côté de ça, c'était la version la plus stable. J'ai jamais eu de problème avec. Windows 7 était pas mal aussi, mais ouais. Windows 10 aussi, franchement, était vraiment pas mal. Mais il y avait quand même un petit peu des bugs. Et puis Windows 11, c'est juste... voilà. Donc oui, Windows 11, comme vous pouvez voir sur ce graphe du coup, de Stat Counter, est légèrement en train de perdre du terrain, ce qui est abusé. Et Windows 10 continue à en gagner. Et franchement, je ne suis même pas étonné. Personnellement, quand je dois installer Windows sur un nouveau PC à quelqu'un, si cette personne ne joue pas à des jeux vidéo, parce que le grand intérêt de Windows 11, c'est surtout au niveau des jeux vidéo, parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont mieux supportées dessus, mais s'ils ne doivent pas jouer aux jeux vidéo, je mets juste Windows 10 parce que c'est beaucoup plus stable. Donc c'est juste pour dire, mais Microsoft, il est temps de se bouger les fesses parce que là, c'est n'importe quoi. Et c'est le même problème aussi avec ARM. Hein. ARM est certainement retenu en arrière par Microsoft et Windows qui juste a du mal derrière. Donc Microsoft, il est temps de se bouger les fesses. Là, vous êtes une entreprise à je ne sais combien de milliards de dollars et vous n'êtes même pas capable des fois juste de faire le strict minimum. Ensuite, on a une petite news au niveau de Razer qui, je vous rappelle, pendant la pandémie, Razer avait annoncé un masque certifié N95 selon eux, avec du RGB tout le tralala. Eh bien, le truc, c'est que en fait, comme ça avait été testé, non, ce masque n'était pas un masque N95. Il n'arrivait pas à bloquer autant qu'un masque N95 et du coup, c'était du faux marketing. Au point même que Razer avait enlevé toute mention du N95 dans leur marketing. Sauf que, évidemment, comme il avait mis pendant un moment, eh bien, certaines personnes étaient en mode non, ça ne va pas. Tu peux pas juste retirer et dire oh, my bad. Non, non. Du coup, ils se sont enfin fait choper une amende du FTC pour justement de la mésinformation et du marketing mensonger. Et donc, ils vont devoir payer, alors je ne sais plus combien de millions, mais plein de millions de dollars et notamment rembourser, et ça c'est le plus important, ils vont devoir rembourser tous ces masques
aux gens qui l'ont acheté aux États-Unis. Donc ça va faire pas mal d'argent, surtout avec un masque RGB qui, à mon avis, coûtait assez cher. Donc ouais, ma foi, la leçon à retenir, c'est que ne dites pas dans votre marketing que quelque chose est aussi bon que une chose sans l'avoir vérifié avant. C'est peut-être pas la meilleure stratégie. Ensuite, on a une autre news avec un petit peu du drama ici sur Insta360, quelque chose qui, honnêtement, selon moi, n'aurait même pas dû arriver. Donc, c'est une vidéo ici de iPhone je sais jamais comment le prononcer correctement. Excellente chaîne, toutefois, c'est une chaîne que je regarde personnellement, que je suis abonné, bon, pas sur ce navigateur-là, mais il fait beaucoup de reviews tech et tout ça. Il a des plans, des fois, qui sont vraiment magnifiques. Il est très technique. Franchement, très bon youtubeur, il parle anglais, toutefois, tenez-en compte. Et du coup, il a fait une vidéo sur le fait que récemment, il a été contacté par Insta360, qui est la marque qui fait des caméras d'action, mais aussi des caméras 360, qui sont vraiment excellentes. Et c'est pour ça que c'est dommage, on va en parler. Et du coup, la marque, basiquement, lui demandait, hey, tu peux nous faire de la pub sur notre nouveau truc, là, on va te payer autant, tu nous fais 5 TikTok, c'est génial. Donc là, jusqu'à maintenant, rien de bizarre. C'est normal qu'une marque demande peut-être de faire la pub avec un YouTuber. Sauf que dans leur message, ils mettent, et c'est ici en surbrillance, euh, serais-tu confortable de mettre en avant les produits sans mentionner que c'est sponsorisé? Et ça, évidemment, premièrement, c'est illégal, même aux États-Unis, c'est illégal en France, c'est illégal en Belgique et tout ça. Mais en plus de ça, c'est juste vraiment, même si c'était pas illégal, c'est juste salaud à faire à sa communauté. iPhone Do, j'arrive jamais à prononcer sa chaîne. Il a une communauté qui le respecte énormément parce que il dit les choses comme c'est. Notamment, il donne un exemple dans sa vidéo, et c'est un très bon exemple, quand vous avez GoPro qui avait sorti un drone qui était juste nul à chier, il l'a dit, il est mauvais ce drone. Et il y a même des gens qui l'avaient critiqué pour ça, alors que c'est la vérité. Donc, il est respecté par sa communauté pour dire les choses comme elles sont. Et là, ça, c'est une insulte, selon moi. C'est littéralement Insta360, l'insulte juste en lui demandant ça aussi. En plus que ce soit illégal, c'est une insulte envers lui. Parce que derrière, ils disent littéralement derrière que il respecte son contenu, qu'il est vraiment vrai dans son contenu, il montre les choses comme elles sont. Et puis après, il lui demande de mentir. Ce qui est abusé derrière. Franchement abusé. Mais le truc qui est vraiment chelou avec ça, c'est que Insta360 fait des très bons produits. Genre, notamment, leurs caméras 360 degrés sont en train de tuer GoPro. GoPro était le king de la caméra d'action. Maintenant, ils sont en train de se faire littéralement décimer par Insta360 et surtout ces caméras 360 qui sont vraiment pratiques. Ce qui est vraiment pratique, en fait, c'est que vous les mettez et en fait, elles filment tout autour de vous et après, vous pouvez éditer et juste choisir ce que ça montre. C'est vraiment pratique, beaucoup plus pratique qu'une GoPro et bien souvent, ils offrent juste une meilleure qualité pour le même prix. Donc, ils ont des très bons produits, ils n'ont pas besoin de mentir comme ça et pourtant, ils s'amusent à faire ce genre de pratiques qui sont, selon moi, très, très, très limitées. Alors, iPhone Do, peu importe comment il s'appelle, le précise notamment dans sa vidéo que peut-être c'est dû au fait que au début, Insta360 avait justement ces caméras 360 degrés qui étaient vraiment bonnes. Et puis ils sont lancés sur plein de marchés. Ils ont fait une caméra d'action notamment. Il y a eu aussi une petite polémique d'ailleurs sur leur dernière caméra action qui est la Ace Pro parce qu'elle a des fonctionnalités accélérées par IA qui sont intéressantes. Ça permet notamment d'améliorer la qualité d'image en basse lumière. Donc ça, c'est cool pour une caméra d'action. C'est souvent leur point faible. Mais en fait, l'autre drama qu'il y a là-dessus, c'est le fait que c'est temporaire. C'est un petit peu comme Samsung avec les fonctionnalités par IA. C'est disponible jusqu'à une certaine date et après, il faudra payer un abonnement. Donc là, il y avait déjà un petit peu de drama par rapport à ça. Donc en fait, lui, il suppose que comme ces produits qui ils sont branchés dans plein de types de produits, certains n'étaient pas bons, hein, honnêtement. Ça arrive. Quand vous êtes une marque, des fois, vous allez sortir des très bons produits, et des fois, juste, vous avez du mal et vous sortez un mauvais produit. Ça arrive. Et donc, ces dernières années, ils ont eu certainement plus de reviews négatives, moins de retours positifs par rapport à leur marque, alors que quand ils se sont lancés, ils avaient plein de retours positifs. Et donc, peut-être qu'ils sont devenus un peu fragiles au niveau de leur ego, au niveau de leur image, et que du coup, l'équipe marketing est devenue un petit peu agressive, même un petit peu trop agressive par rapport à ça, et a juste décidé de tout simplement, oui, essayer de demander aux youtubeurs de ne pas dire que c'est sponsorisé comme ça derrière, parce que évidemment, comme c'est sponsorisé, ben, vous faites pas une vidéo sponsorisée
Aucune marque ne payerait un YouTuber pour que le YouTuber dise ah ouais, ce produit c'est de la merde. Personne ne ferait ça, c'est juste illogique. Alors il y a des marques qui par contre sont respectueuses, qui vont juste dire ok, donne ton avis. Si t'aimes pas, ben on fait pas de vidéo, ok. Mais si t'aimes bien, ben, tu fais une vidéo et tu dis vraiment ce que t'en penses. Ça se fait. Et personnellement, c'est ce que je fais avec beaucoup de marques. Et que j'essaie d'inciter plus de marques aussi à faire parce que selon moi, c'est la meilleure façon de faire les choses. C'est que donne-moi ton produit que tu veux que je fasse la pub. Est-ce qu'il est bon? Ok, on fait la vidéo. Est-ce qu'il est mauvais? Ben, je te le renvoie et on fait pas la vidéo et voilà. Du coup, forcément, ici, il y a d'autres marques aussi qui vont juste dire ok, évite de dire des trucs négatifs dans la vidéo sponsorisée. Tu peux parler vraiment de ce que tu aimes bien, mais tu ne parles pas de ce que tu n'aimes pas. Et donc, forcément, là, ce serait peut-être le cas de ces vidéos-là. Et donc, s'ils mentionnent pas que c'est sponsorisé, les gens vont, comme les gens respectent son avis, ils vont se dire ah ben il n'y a pas de points négatifs selon lui, il n'y a que des points positifs, donc c'est vraiment un bon produit, je vais l'acheter. Donc c'est vraiment mensonger en fait, c'est très très bas comme technique marketing. Donc pour moi voilà, c'est juste honte de la part d'Insta360 d'avoir fait ça. C'est juste aussi tellement dommage en fait. Genre, ils n'ont pas besoin de faire ça. La marque ils font des bons produits. Ils ont juste à se concentrer sur ce qui font leur force. Ils n'ont même pas besoin de se lancer dans ce genre de marketing douteux pour promouvoir leur marque. Parce qu'il y a des gens qui promouvoient leurs produits même sans être payés. Et pourtant, ils se lancent dans ce genre de truc. C'est décevant. Franchement, c'est décevant. Moi, ça m'aurait pas dérangé de travailler avec eux. Et il me semble que j'avais reçu certains produits par le passé, mais j'avais pas fait de vidéo, si je me souviens bien. Mais quoi qu'il arrive, même s'ils me contactent dans le futur, ça donne juste pas envie de travailler avec eux, honnêtement. Moi, je préfère rester loin et juste tout en mode, oh, ok, vous avez de très bons produits, mais votre image marketing très mauvaise. Ce qui me fait penser un petit peu à, par exemple, aussi NordVPN. Ça, j'ai une histoire par rapport à NordVPN que faudra que je raconte dans une vidéo ou autre chose. Et c'est en rapport avec la chaîne RTBFXP où on a fait une vidéo sur les VPN. Mais bon, ça mérite une vidéo à part. Ensuite, on a une news qui concerne AMD qui fait un petit peu peur, je vais être très honnête. Et c'est dû au fait que AMD, en fait, ils étaient en mode ok, Intel, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ah, les Core Ultra 100? Intéressant. Ah, le nom est charmant. Et si on faisait la même chose? Oui, littéralement, AMD a regardé à ce que faisait Intel, ils se sont dit, hey, nous aussi, nous aussi. Et donc, apparemment, dans un prochain produit Asus, ils vont sortir, et ce sera d'ailleurs les APU Strix Points qu'on a vu basés sur AM5, donc pas les plus grands APU, ceux qui sont un peu plus petits mais qui sont toujours très bons, donc basiquement ceux que vous verrez de beaucoup dans des ultrabooks, ils pourraient s'appeler les AMD Ryzen AI 9, donc je suppose que le 9 c'est parce que c'est le plus grand modèle, il y aura peut-être des 7 et des 5, HX 170. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Littéralement, ils ont vu Intel, ils se sont dit, hey, on peut faire mieux, enfin pire dans ce cas-là. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont juste fait. Et du coup, ça en contraste par rapport à Lenovo. Il y a eu une fuite Lenovo qui montre que ces APU Strix Points, normalement, s'appelleraient des AMD Ryzen 8000 ou peut-être 9000. Et là, oui, non, ils auraient un nom totalement différent qui serait du coup ça. Franchement, si vous regardez AMD, ne faites pas ça. Le pire, selon moi, le pire avec ce nom, c'est le AI. Alors, c'est dû au fait qu'il y a un NPU dedans, donc vous avez un truc qui accélère les calculs par IA. Et du coup, ils se sont dit, comme on a un truc qui accélère les trucs IA, on va mettre AI dedans. Et ça fait tellement cheap. Ça fait penser à toutes ces entreprises qui, encore à l'heure actuelle, mettent AI dans le nom. Et quand vous avez des gens chez Wall Street qui regardent cette entreprise qui est mise en bourse, ils sont en mode waouh, il y a AI dans le nom. L'AI, c'est à la mode, je vais investir là-dedans. Ça me fait vraiment, mais alors totalement penser à ça. Genre vraiment, c'est du pur marketing, il n'y a aucune raison que ce soit dans le nom et ouais, je ne comprends pas. Ensuite, on a le HX. Je suppose que c'est parce que c'est un des modèles plus hauts. Le 170, ok, oui, c'est le numéro de modèle, mais ça va à l'encontre de ce qu'ils ont annoncé récemment, enfin, il y a quelques temps avec les Ryzen 7000, où ils avaient fait un guide, si vous vous souvenez, pour comment savoir qu'est-ce qu'il y avait dans votre processeur. Il n'y a juste aucune logique. Franchement, AMD, qu'est-ce que vous foutez, quoi? Franchement. Juste continuer avec les Ryzen 9000, et l'année prochaine, quand vous devrez retrouver un nouveau nom, vous pouvez faire même Ryzen 10000, hein.
Mais si vous devez trouver un nouveau nom, vous réfléchirez à quelque chose. Prenez une année pour réfléchir parce que là, c'est juste... Non, c'est juste très, très mauvais. Or, ça ne change pas le fait que peut-être ces processeurs seront très bons, hein. Ils seront même certainement très bons, mais le nom est juste dégueulasse, quoi. Ensuite, on a un petit peu des news sur les Intel Core Ultra 200 pour PC fixe. Ici, on ne parle pas de la version mobile, donc c'est plutôt intéressant parce que du coup, on a un petit peu plus de détails sur ces Core Ultra 9, Ultra 7 et Ultra 5. Donc, on a un petit peu les noms déjà qui sont... voilà. Core Ultra 9, 285K. Pourquoi 285? Pourquoi pas juste 290K? Ce serait plus logique. Ça ferait une référence aux anciens processeurs. Enfin bref, dans tous les cas, les constructeurs de processeurs ne savent pas choisir des noms pour les trucs. Imaginez le CEO d'un constructeur de processeurs qui a un enfant et qui est juste OK, on va appeler notre enfant Core Ultra 9 256K. Bon, vous allez me dire, ça ressemble un petit peu à ce que fait Elon Musk. Peut-être qu'Elon Musk devrait faire des processeurs en fait. Hey! Peut-être qu'il serait bon à faire des processeurs. C'est tout à fait possible. Enfin bref, du coup, ces processeurs, il y a quelques news intéressantes. C'est que ils auraient jusqu'à 24 cœurs, 24 threads. Donc on aurait 8 cœurs haute performance, 16 cœurs haute efficacité énergétique sur les plus gros modèles, donc les Core i9 basiquement. Je vais toujours appeler ça les Core i9 parce que voilà, hein. Donc là, il y en a qui vont être en mode, attends, 8 cœurs plus 16, ça fait 24, mais il n'y a que 24 threads. Eh bien, c'est dû au fait que, et il me semble en avoir déjà parlé par le passé en vrai, mais je me souviens plus exactement. Mais c'est dû au fait qu'apparemment Intel va retirer l'hyper-threading sur les cœurs haute performance, comme ils l'ont fait sur les cœurs haute efficacité énergétique qui n'ont jamais eu d'hyper-threading. Et c'est selon moi logique en réalité, parce que l'hyper-threading, oui, permet d'augmenter les performances multicœurs des CPU, mais dans certains cas aussi, il peut diminuer les performances, surtout dans les jeux qui ont besoin de cœurs très rapides à très haute fréquence. C'est pas forcément une bonne chose d'avoir l'hyper-threading. Et le truc, c'est que ils n'ont plus besoin d'hyper-threading parce que les cœurs haute efficacité énergétique sont basiquement, c'est basiquement leur rôle. Ils sont là pour booster les performances multicœurs. Les cœurs haute performance sont là juste pour être le plus performant possible. Avoir l'hyper-threading dessus fait que les alourdir pour rien. Et certainement aussi diminuer l'efficacité énergétique, peut-être empêche d'avoir une plus haute fréquence, ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Le boost maximum de ces processeurs serait de 5,5 GHz toutefois, donc c'est pas au niveau de ce qu'on a actuellement, mais c'est toujours très bon. Et ils auraient un TDP annoncé de 125 watts. Et évidemment, ils auraient un GPU derrière. Et du coup, c'était à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge, ce qui est un petit peu triste, mais c'est pas grave. Et si vous avez des sentiments plus complexes, vous pouvez laisser un commentaire qui utilise des mots et des lettres, et même peut-être des chiffres. Bon, par contre, ne faites pas comme Intel ou AMD. N'agencez pas les trucs de manière bizarre, s'il vous plaît. Non, pas de Core 9 Ultra 5X Premium Edition. Merci.